Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va rapidement commencer par le principal de cette vidéo, la suite des fichiers Twitter. Sauf que là, je ne vais pas trop m'étaler sur cette seconde salve de documents, tout simplement parce que finalement, ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà depuis un très long moment. Je veux parler de ce qu'on pourrait éventuellement appeler une sorte de censure par le biais d'une liste noire. Car oui, en effet, Twitter aujourd'hui, on le sait, grâce à une seconde salve de documents qui ont été publiés, il y a bien eu au sein de la société, et je dirais même à l'insu de son PDG de l'époque, qui était Jack Dorsey, une liste noire. Mais alors, une liste noire qui avait un mode de fonctionnement très particulier. C'est-à-dire que, bien avant l'élection de 2020, il est déjà apparu que certains employés, certains responsables de Twitter ont été approchés, on l'a vu dans les premiers documents qui avaient été révélés, ont été approchés, influencés pour s'orienter vers un assainissement, on va dire, de Twitter. Cette liste noire qui nous a été révélée avait un mode de fonctionnement très simple, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'était pas question de bloquer les comptes de certaines personnes, mais en revanche, tout simplement de les retirer du fil. Le fameux fil, c'est d'ailleurs, vous savez, sur ses côtés, c'est ces comptes, c'est ces propositions que vous faisiez de Twitter dans le fil d'actualité, dans ce qu'on appelle plus vulgairement le tendance. Et donc, évidemment, après l'élection de 2016, Twitter a progressivement commencé à vouloir mettre dans l'ombre un certain nombre de comptes, des comptes pourtant de gens qui avaient déjà un nombre de followers non négligeable, un nombre de gens abonnés à leur compte, ce qui en faisait, par le principe même des algorithmes, un compte qui est très fréquenté, un compte qui est de notoriété, eh bien, était souvent mis en avant. Sauf que cette liste noire, eh bien, elle a été mise en place de telle manière à ce que ces comptes ne soient jamais mis en avant. C'est-à-dire que finalement, ils ont été reculés. Et de fait, on peut dire que, et d'ailleurs, il y a certaines personnes sur leur compte Twitter qui se sont rendues compte de ce phénomène, c'est que, eh bien, tout d'un coup, si vous aviez un compte avec 10 000 abonnés, par exemple, eh bien, tout d'un coup, vous vous rendiez compte que votre compte n'était plus mis en avant, mais en plus de ça, vous perdiez des abonnés, mais de façon assez massive. Et donc, force est de constater que finalement, cela confirmait bien ce que on disait depuis quelques années, que finalement, Twitter effectuait bien une forme de censure envers les idées. C'est-à-dire que si vous aviez des idées, si vous aviez des propos, pire, si vous apportiez du factuel qui allait à l'encontre ou qui faisait une critique de ce que d'autres disaient, mais qui étaient évidemment des gens notables, des gens appréciables, des gens qui rentraient parfaitement dans la grande ligne de l'idéologie dominante, eh bien vous étiez mis à l'écart volontairement par les algorithmes pour ne pas toucher plus de gens que vous n'avez déjà touchés. Et alors, évidemment, c'est pour ça que je ne vous lis pas l'article, parce que on le savait, puisque si vous suiviez certaines personnes, vous vous rendiez compte que ces personnes-là, alors, en effet, vous pouviez consulter leurs publications, mais il arrivait assez souvent que lorsqu'ils faisaient des publications, eh bien, vous n'étiez pas alerté. Parfois même, vous n'étiez pas du tout au courant que ces personnes avaient fait récemment des publications. C'est même pire, il y a des fois, et ça vous l'avez peut-être remarqué, c'est que lorsque vous faisiez une réactualisation de votre fil, vous vous souvenez avoir vu certains posts, et qu'au moment où vous scrollez, vous retrouvez les posts que vous en avez fait, vous vous souvenez, vous les aviez vus auparavant,
mais tout d'un coup vous vous rendez compte qu'il y en a certains qui ont disparu. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans votre fil d'actualité. Donc voilà la deuxième salve de révélations qui ont été faites sur Twitter. Et je vais terminer par cette annonce qu'a fait Elon Musk hier. Il a annoncé que presque 1,5 milliard de comptes vont être supprimés. Alors, ces comptes qui vont être supprimés, il n'a pas précisé. Alors, il a juste laissé sous-entendre que c'était des comptes qui étaient des comptes inactifs. C'est-à-dire que c'est des comptes malheureusement de gens qui au fil des années ont peut-être arrêté, ont laissé un compte totalement inactif, voire peut-être les gens sont décédés et personne ne s'est occupé de tout simplement de fermer ce compte. Depuis le temps que Twitter existe, je ne sais pas d'ailleurs si à l'époque de Dorsey, ils avaient déjà pratiqué ce genre de purge, mais là, 1,5 milliard, ça fait beaucoup. Et ça laisse sous-entendre que, évidemment, dans les 1,5 milliard de comptes qui vont être supprimés, il y a peut-être des chances qu'il y ait énormément, en réalité énormément, de faux comptes. Donc, cette annonce a été faite pour justement permettre à des gens qui ont peut-être envie de garder les archives de leurs proches disparus. Et donc dans ce cas-là, il faut qu'ils se mettent en contact avec les administrations et les services de Twitter, afin que Twitter leur fournisse les archives des personnes décédés ou etc. Il y a peut-être des fois des conversations qui étaient peut-être que des gens ont envie de garder, on va dire, avant que ces données finalement finissent par disparaître définitivement. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur Twitter. Il y a encore des documents qui vont être très prochainement publiés. Donc si vous voulez, là, on se rapproche véritablement de ce que je vous disais au moment où Elon Musk a décidé de vouloir racheter Twitter, c'est-à-dire qu'il a joué une carte à son avantage qui était de faire peur, tout simplement, aux actionnaires. C'est-à-dire de dire, moi je vais remuer la merde, si vous n'acceptez pas ma proposition, advienne que pourra, il se pourrait que d'ici quelques semaines, il y ait certaines révélations qui soient faites sur d'autres réseaux sociaux, que finalement Twitter, c'est une coquille vide. Enfin, pas franchement une coquille vide, mais une coquille quand même qui ne possède pas autant d'abonnés, autant de comptes, et qu'à partir du moment où si des comptes sont en réalité des faux comptes, eh bien c'est une arnaque. Ça veut dire que là, c'est comme si vous revalorisiez par certains outils de communication la valeur de votre entreprise pour lui permettre d'augmenter son action en bourse, alors qu'en réalité, eh bien la valeur de l'action en bourse ne correspond pas du tout à la réalité de la valeur réelle de l'entreprise, dans sa capacité, dans sa productivité, dans son mode de fonctionnement. Donc voilà, je pense que ça là-dessus, je pense que les gens qui s'y connaissent un petit peu en matière de marché, etc., l'ont certainement bien compris. Et nous, on attend évidemment le reste des révélations, des documents qui, à mon sens, commencent à déranger pas mal de gens. Maintenant, je vais aborder plusieurs autres sujets, dont le titre d'ailleurs de cette vidéo, Twitter est en vrac. Je ne vais pas revenir sur la visite de Macron à Washington, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a une question légitime de se dire qui il a rencontré à Washington. Parce que très clairement, il n'a pas discuté avec Joe Biden, vu l'état sénile dans lequel se trouve Joe Biden. Est-ce qu'il a discuté avec des conseillers d'Obama? Est-ce qu'il a discuté avec des gens mondialistes américains pour tout simplement prendre ses ordres et continuer à démolir le jouet, comme dirait l'autre? Parce que démolir le jouet, ça veut dire quoi? Ça veut dire démolir la France. Démolir la France. Est-ce que Macron a-t-il véritablement abandonné son ambition de récupérer le leadership européen? Force est de constater qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu les événements, et si on voit un petit peu les ramifications qu'amène la guerre en Ukraine, si on observe
depuis suffisamment longtemps pour se rendre compte que finalement c'est bien une crise économique qui est sous-jacente des différents événements qui se sont produits ces 2 ou 3 dernières années. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, la pandémie, est-ce qu'elle a été provoquée ou est-ce qu'elle a été une aubaine pour planquer sous le tapis le fait que la situation économique était en train de s'effondrer? Il y a de fortes chances, puisque là aujourd'hui, force est de constater qu'on est en pleine inflation. Cette même inflation qu'on a essayé de planquer aussi sous le tapis en disant oui, bon, il y a les prix augmentent, etc. Mais ça va repartir, hein, avec cet incompétent que vous avez en France qui s'appelle Bruno Le Maire. Je veux dire, comment des gens ne peuvent pas réagir face aux propos de Bruno Le Maire comparés à la réalité? Comment se fait-il que personne ne réclame sa démission? Parce que dire autant de conneries, autant de contresens, et que chaque Français dans son quotidien aujourd'hui se rend compte que ce ministre de l'économie est un branleur, j'ai envie de dire, mais parler de révolution, mais quelle révolution vous voulez faire? Quel coup d'État vous voulez faire quand vous avez, allez, les 2 tiers des Français qui ne bougent pas leur cul? Enfin, je dis ça, c'est ce qu'on constate en apparence quand même, hein. Parce que bon, souvenez-vous, hein, l'été dernier, on disait oui, vous allez voir, à la rentrée, ça va péter. Bah, ça n'a pas pété, hein. Là, il y a le foot, ça calme. Donc, c'est pour ça, ça fait depuis longtemps que je vous dis, de toute façon, si vous voulez récupérer votre souveraineté, il n'y a que 2 solutions. C'est soit la révolution, un coup d'État. Là, on peut dire que révolution, c'est plutôt mal barré. Après, il ne reste plus que le coup d'État. Mais au moment où je vous parle, qui ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui commencent à s'organiser, peut-être, intelligemment, hein, et pas faire comme en Allemagne. Je rappelle, en Allemagne, ils ont arrêté 25 individus dans 12 Länder différents, mobilisant plus de 3000 agents. 25, évidemment, extrême droite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est un coup monté, soit c'est une affabulation, soit en réalité ces gens-là étaient bien en train de se préparer à faire un coup d'État. Mais alors dans ce cas-là, s'ils étaient en train de préparer un coup d'État, ah bah oui, évidemment, c'est un coup d'État fomenté par l'extrême droite. Ah, les méchants extrêmes droite. Ouais, sauf que moi j'ai peut-être une lecture différente, c'est dire si ces gens sont étaient réellement bien dans un processus de préparer un coup d'État, bah, j'ai envie de dire attention, parce que ça veut dire que c'est un symptôme que les choses ne vont pas bien. Et qu'il y a un risque qu'en effet, des Allemands commencent à réagir, commencent à se préparer éventuellement à aller contre les institutions, aller contre la démocratie. Alors en France, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que malheureusement, en France, on a réussi à bien implanter une société de consommation remplie de petits fragiles qui vont toujours trouver la bonne raison pour se planquer, de ne pas voir la réalité en face. Et que lorsque des gens commencent à les mettre en face de la réalité, alors soit vous êtes complotiste, ou soit vous êtes d'extrême droite, soit vous êtes un facho. Alors qu'il plus est, si jamais vous touchez à de la démographie, de la sociologie, du civilisationnel, etc., là, évidemment, facho, extrême droite, néo-nazi, etc. Sauf que auprès de beaucoup de Français aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être trop voyant. Ça se voit de trop. En est aujourd'hui, rappelez-vous ce que je vous avais raconté sur Fact and Furious, on les voit, hein, là on a Thomas Durand qui nous a fait une petite quête. Faites don à Thomas Durand qui a récolté, je crois, déjà 30 000 € pour porter plainte. Vous allez me faire croire que le mec, il s'est pas mis suffisamment de pognon dans la poche avec sa chaîne YouTube, avec ses interventions dans des médias, pour avoir les moyens, au moins, de se payer un avocat pour porter plainte. Non, monsieur réclame à sa communauté de lui payer ses frais juridiques pour porter plainte.
Mais il se fout de la gueule de qui, ce mec? Mais si le pire, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui donnent. Donc vous vous rendez-vous compte? Donc ça veut bien dire que ce que certains anciens ont peut-être connu pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation, c'est-à-dire finalement cette complexité de Français, des Français qui en effet ne disaient rien mais n'en pensaient pas moins, ou de ces Français qui s'accommodaient de l'inacceptable. Tellement qu'ils s'accommodaient que des fois pour gagner un petit peu plus de bénéfices, pour gagner un petit peu plus de crédit, pour gagner un petit peu plus dans leurs ambitions, dans leur confort, oh, je peux bien dénoncer le voisin du 4e qui est juif. Ça ne changera jamais. On a les mêmes aujourd'hui en France. Et quand je dis en France, c'est partout pareil, hein, c'est dans toutes les sociétés occidentales. Hein. Regardez aux États-Unis, souvenez-vous, quand il y a eu les événements du 11 septembre 2001, quand il y a eu le Patriot Act, il y a des Américains qui ont balancé leurs voisins parce que leurs voisins étaient peut-être un petit peu trop basanés. Parce qu'ils étaient un petit peu trop basanés, donc ça veut dire qu'ils étaient des musulmans, et que s'ils étaient des musulmans, c'était forcément des terroristes. Ben oui. Même des blancs. Hein. Des blancs ont été balancés. Des blancs ont perdu tout. Ils ont perdu leur job, ils ont perdu de quoi payer leur crédit, ils ont perdu parfois même leur famille. Tout ça parce que un enculé, je dis bien un enculé, les a vendus. Et vous savez, hein, en général, quand vous êtes dénoncé, l'administration, le temps qu'elle se mette en branle pour faire une enquête et que l'enquête révèle qu'en réalité vous n'avez absolument rien à vous reprocher, malheureusement, ça s'écoule déjà des semaines, voire des mois, et il est trop tard. Il est trop tard parce que votre réputation elle est déjà entachée. Et même si vous êtes lavé de tout soupçon, le système, lui, il garde en mémoire le fait que vous avez été arrêté parce que vous êtes soupçonné d'espionnage, soupçonné de dissidence, soupçonné d'être d'extrême droite. Attention, la situation elle va empirer et vous allez en avoir des gens comme ça. Des gens qui n'hésiteront pas ouvertement à vous balancer. Regardez les masques. On sent bien qu'en France, ils ont l'intention de remettre les masques. Mais vous verrez, si vous rentrez dans un magasin et que vous n'avez pas de masque, vous allez bien avoir un connard ou une connasse qui vont vous faire la remarque. Dites, il est où le masque? Le masque, il est dans ton cul. Vous verrez, il y en aura. Hein. Alors, peut-être pas dans les petites villes ou dans les petits villages, etc., parce que je pense que voilà, les gens se connaissent en général. Mais dans les grandes villes, ça va devenir insupportable. Tiens d'ailleurs, les grandes villes. Ces fameuses grandes villes, Paris, par exemple. Paris, on commence à voir des gens qui commencent à pleurer parce que il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils se rendent compte que il y a plusieurs milliers de gamins qui manquent dans les écoles. Qui manquent pourquoi? Parce que les parents sont partis. Ils sont partis vivre ailleurs. Pourquoi? Peut-être parce que aujourd'hui Paris est peut-être un petit peu surestimé. Peut-être parce que Paris aujourd'hui est devenu une ville où trouver à louer ou à acheter, ça devient de la folie parce qu'il y a une spéculation. Le principe spéculatif en l'immobilier, c'est faire en sorte que l'immobilier soit toujours très cher, même s'il n'y a plus personne pour habiter un immeuble. Mais au moins la valeur de l'immeuble, lui, c'est un investissement. C'est de l'argent mis de côté. Vous connaissez très bien cette expression. Investir dans la pierre. Aujourd'hui, quand vous voulez investir, quand vous avez de l'argent, c'est pas sur les marchés, parce que les marchés, c'est tellement instable. C'est pas dans la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie est encore plus instable. Il ne reste plus que vous d'acheter de l'or ou de l'argent. Mais là, pareil, acheter de l'or, bon courage. Donc vous essayez d'acheter ce qui peut, ou ce qui gardera toujours une certaine valeur. Et qu'est-ce qui peut garder toujours une certaine valeur, si ce n'est la pierre? Parce que même si vous avez un effondrement, comme il y a eu en 2008, et que vous avez un effondrement du prix de l'immobilier dans certains quartiers, dans certains secteurs, etc., si vous gardez votre maison en bon état, même si là, elle perd de la valeur, ne vous inquiétez pas. Dans les années à venir, l'immobilier reprendra et vous garderez toujours la valeur. Donc,
Paris, qui a un problème démographique, ben, il n'a pas de problème démographique à Paris, puisqu'il y a les migrants qui sont là. Ah mais il faut les loger. Ben oui, il faut les loger. Mais pour ça, il faudrait peut-être essayer de trouver une solution pour permettre de récupérer la propriété. Ah ouais, mais je ne sais pas si vous avez entendu, hein, ça y est, on commence déjà à laisser susurrer dans l'air l'idée de retirer l'accès à la propriété. Alors attention, retirer l'accès à la propriété pour une grande majorité de la couche de la population, mais pas pour les riches. Ah, les riches, eux, vu qu'ils sont riches, donc ils ont les moyens. Je dirais même qu'ils deviendront encore plus riches, parce que ces riches-là achèteront des ensembles de patrimoine immobilier qu'ils mettront sur le marché de la location. Mais vous ne pourrez plus que louer, parce que acheter ne vous sera plus accessible, parce qu'on fermera les portes. Si vous êtes un salarié qui touche 2 000 € net par mois, si vous touchez 2 000 € net par mois, vous pouvez très bien acheter un petit truc à 100, 120, 130 ou 150 000 €. Mais non, vous ne pourrez plus. Vous ne pourrez plus parce que vous ne serez pas dans la bonne catégorie des gens qui auront le droit d'accéder à la propriété. Parce qu'on estimera que vous n'avez pas les moyens de pouvoir suivre la maintenance, de pouvoir suivre la transformation, la transition écologique. Eh ouais. Et là, et tout de suite, il y en a certains d'entre vous, évidemment, tout d'un coup, qui vont me ressortir cette phrase, que j'espère vous gardez bien, à l'esprit. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Sans compter, évidemment, que là-dessus, il va y avoir aussi certains aspects, comme je vous l'ai dit, expliqué dans ma précédente vidéo sur le problème des migrants, de l'immigration, etc. Le grand remplacement. Alors le grand remplacement, bon évidemment c'est une expression qui est très galvaudée. C'est une expression aujourd'hui sur laquelle on a estampillé le critère extrême droite et fascisme. Le grand remplacement, je ne vais pas revenir dessus, j'avais déjà fait une vidéo. Sauf que il y a aujourd'hui des indices qui font qu'en effet, il y a un grand remplacement à partir du moment où vous partez du principe du remplacement culturel. Nous avons un exemple. Je vais vous donner un exemple là, qui est celui à Quimper d'une boucherie-charcuterie, je crois. Et alors ça commence le 15 septembre, 18h45 ce samedi, un jeune homme entièrement vêtu de noir est entré dans la boucherie de la porte latérale. Karl, Marilyn et Kurt, leur fils, servaient les derniers clients tout en ramassant les denrées de cette fin de journée. Il avait un joint à la bouche et a soufflé sa fumée dans la boutique, relate le boucher qui lui a intimé l'ordre de partir. Marilyn, elle l'a pris en photo pour avoir des preuves, etc., etc. Donc ça a été un petit peu le bordel. Et cette famille, ce couple et leur fils se sont plaints d'une dégradation de la situation. Tellement dégradée que malheureusement, eh bien, ils ont été obligés de vendre leur affaire. Et je vous le donne en mille, à qui ils ont vendu l'affaire? Eh bien, ils ont vendu l'affaire à Quimper. La boucherie du quartier de Kermoisan a rouvert ce jeudi avec à sa tête le nouveau gérant. L'étal est toujours aussi bien échalandé, mais la viande est désormais 100% halal. Un plus pour attirer de nouveaux clients. Le repreneur associé Emel Tarim Atlintas et Youssef El Karmouli n'ont pas fait les choses à moitié pour faire de cette réouverture un événement. Au menu, pâtisserie marocaine, petits fours salés et sucrés, thé à la menthe et café à volonté. Alors là, il y en a certains d'entre vous peut-être qui vont dire « Oui, c'est de la caricature, ça ne prouve rien, etc. » Il n'empêche que ça suscite quand même réflexion. Parce que là, et ça, c'est des phénomènes qu'on a pu constater surtout à Paris, c'est des quartiers
Des quartiers qui étaient des quartiers populaires, des quartiers avec une activité commerçante de proximité, qui petit à petit, au cours des années, a fini par se transformer. Se transformer, alors, si la petite officine, pas officine, mais le petit magasin d'alimentation générale, votre boucher, votre boulangerie, votre pâtissier, votre cordonnier, votre petit bar, votre bistrot, que vous aviez dans votre quartier il y a 15 ou 20 ans, qui ont quasiment tous disparu. Alors, certains ont changé d'activité. Vous avez désormais des magasins bio. Vous avez désormais des magasins de vente de produits artisanaux. Vous avez des magasins qui se sont transformés en restaurants, alors, des restaurants thématiques, où vous avez les activités propres de ces lieux qui ont été rachetés, mais rachetés, comme c'est le cas à Quimper. Alors, il y a des moments où ça se passe bien, il n'y a pas de souci, on ne fait pas de différenciation. Qu'un boulanger qui fasse du pain qui s'appelle Karim, à partir du moment où il fait du bon pain, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'il soit arabe, musulman, c'est un boulanger. S'il fait du bon pain, s'il fait de la bonne pâtisserie, ça rejoint ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Si vous avez des migrants en situation illégale ou irrégulière qui demandent à être régularisés alors qu'ils font bien leur boulot là où ils travaillent, on va pas revenir sur les statuts, mais voilà, si les restaurateurs sont garants de la qualité de leur travail, de leur sérieux, de leur ponctualité, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils sont gentils, qu'ils sont volontaires, etc., ben oui, mais il faut les régulariser, ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vont gagner un salaire, ils vont être actifs, ils vont être productifs, et ils vont être fiscalement intégrés. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce principe. En revanche, si vous avez des gens qui commencent à prendre des commerces, mais qui par le biais des commerces font de l'idéologie religieuse, parce que c'est aussi ça le problème. Vous vous souvenez du problème des bars, ces bars qui avaient été visités par une femme et que la femme a été priée de sortir du bar parce que c'était un bar uniquement pour les hommes. Et qu'après on nous a chanté, oui, mais oui, très clairement, c'est un bar culturel. C'est un bar pour des gens musulmans. Et ces gens musulmans veulent qu'on respecte les principes, les mœurs et les valeurs de leur religion. Donc les femmes n'ont rien à faire dans ce bar. Sauf qu'en France, en France, c'est pas tolérable. En France, ce n'est pas légal d'interdire des femmes d'entrer dans un bar, même si c'est pour une raison culturelle. Une raison culturelle qui provient d'une religion, et je rappelle que la France est un pays laïque. Et que cette laïcité, si des politiciens et des élus se sont un petit peu torchés le cul avec pour leurs intérêts, leur clientélisme politique, il n'en est pas moins que nous avons des outils aujourd'hui en France pour rappeler à l'ordre ces individus sur leur comportement. Mais encore une fois, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que vous avez des communautés musulmanes, des communautés qui servent l'intérêt de certains élus de se faire élire. Parce que ces élus savent qu'ils ne peuvent plus compter sur l'électorat classique, qu'on a ras le cul de leurs mensonges, de leur trahison. Donc on fait de la préférence, on fait du clientélisme communautaire. Sauf qu'évidemment, quand on fait du clientélisme communautaire, il y a un moment donné où il y a des divergences. C'est-à-dire qu'on fait de la préférence LGBT et de la préférence communautaire musulmane. Sauf qu'il y a un moment donné où les deux ne sont pas compatibles. Enfin, on en a déjà parlé. Sujet lourd et compliqué. Donc, comme je vous le disais, inflation, crise économique qui est aujourd'hui sous-jacente d'un certain nombre d'événements, voire des événements qu'on a utilisés, instrumentalisés pour essayer de planquer la crise économique, mais qui ont eu des facteurs aggravants. Je veux parler évidemment de la guerre en Ukraine. Pour votre information, sachez qu'aujourd'hui, sur Internet, vous avez des gens qui
sous anonymat, etc. Alors, évidemment, ça peut être vrai, ça peut être faux, on ne sait pas. Mais vous avez des gens qui sont dans le secteur de la production électrique et qui vous garantissent qu'il n'y a pas de problème, que la France pourra satisfaire ses besoins électriques. Alors, si la France a de quoi satisfaire ses besoins électriques, pourquoi est-ce qu'on est en train de nous chanter le problème des coupures électriques? Vous avez eu une coupure de 14 minutes à Paris dans certains arrondissements. Ah, alors, attention, des coupures d'électricité à Paris, il y en a déjà eu. Il y a eu des problèmes de transfo, de transformateurs, ça arrive. Sauf que, vu la situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une question légitime qui se pose? Est-ce que c'est pas un test pour voir comment les gens réagissent? C'est-à-dire au niveau des appels, ceux qui peuvent appeler, parce qu'évidemment, s'il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus d'antenne, et s'il n'y a plus d'antenne, il n'y a plus de mobile, il n'y a plus de réseau. Voir comment gérer la situation, voir comment les gens se comportent. Mais très sincèrement, je pense que là, cette coupure qui a eu lieu à Paris, c'est un incident technique, comme il en existe, surtout dans des grandes villes comme Paris, parce que rien n'est jamais infaillible. Ça peut arriver. Mais le problème des coupures électriques, force est de constater que même si c'est techniquement un problème, ou si c'est un faux problème, ça va être un moyen de jauger, de tester la résilience des Français. Regardez ce qu'a dit ce responsable en disant « Oui, mais les personnes qui sont sous respirateur ne sont pas prioritaires ». Ce propos veut dire tout ce qu'il veut dire. Ça veut dire que si vous avez des gens qui sont appareillés pour des raisons de santé, alors évidemment, je vous rassure, les appareillages souvent ont des batteries, parce qu'on prévoit évidemment le problème de coupure d'électricité. Mais les batteries, elles ne sont pas éternelles. Donc il ne faut pas qu'une coupure d'électricité dure plus de 2 heures. D'ailleurs, si vous connaissez ces types de matériel, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, techniquement, les respirateurs sont-ils équipés de batteries et quelle est l'autonomie des batteries? Mais, quand même, on balance ça comme ça, et on voit. On voit les commentaires des gens, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils en pensent que c'est dégueulasse. Ils en pensent que, en fait, vous êtes dans un état d'esprit qui est exactement le même état d'esprit qu'on a connu pendant la pandémie, c'est-à-dire calculer le bénéfice-risque. Et quand on dit bénéfice-risque, c'est-à-dire d'une situation, on va gérer les choses au bénéfice du plus grand nombre, mais par contre, on va sacrifier une minorité d'individus. C'est le risque. Donc, dites-vous bien qu'en France, aujourd'hui, quel que soit votre statut, à un moment donné, dans les mois à venir, dans les années à venir, vous serez considéré comme sacrifiable. Donc à partir du moment où vous êtes considéré comme sacrifiable, le prochain qui me parle de démocratie, de liberté, de droits de l'homme, etc., je lui fous une baffe. Je plaisante. Mais je pense que ça résume bien la situation. Quand dans toutes mes vidéos, je vous dis la République est morte, c'est pas juste une parole en l'air, c'est pas une parole de sensation, je cherche pas à faire le spectacle. C'est qu'aujourd'hui, force est de constater que si on observe bien, on se rend compte que non seulement vous n'avez plus la souveraineté de votre pays, que vous avez des représentants qui sont majoritairement des guignols, des traîtres à la nation, et qu'en plus de ça, ça fait depuis maintenant 30 ans qu'on a réussi à vous pousser à voter pour des gens que vous ne voulez pas. Qu'en plus de ça, on vous dit non, c'est pas vrai, on n'a pas donné la souveraineté à Bruxelles. Ah bah excusez-moi, mais quand vous présentez votre budget à Bruxelles, et si Bruxelles vous dit non, votre budget ça va pas, en règle générale, vous faites quoi? Vous le faites quand même? Ben non, parce que vous savez que vous allez avoir des sanctions. Donc à partir du moment où si l'Europe vous fait des sanctions parce que vous ne respectez pas leurs recommandations, ben vous n'avez pas de souveraineté. Et alors c'est des choses comme ça qui se produisent depuis des années, qu'on dit qu'il faut absolument sortir de l'Union européenne. Évidemment, les européistes convaincus, en règle générale, n'ont absolument aucun argument
tangibles pour justifier leur position qu'il faut absolument rester dans l'Union européenne. Sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, si je vous dis que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en fait, a un lien de cause à effet direct avec une guerre. C'est pas la guerre en Ukraine, c'est la guerre monétaire. C'est-à-dire cette guerre aujourd'hui de ces monnaies qui veulent l'hégémonie mondiale entre le dollar, le yuan, l'euro, la livre sterling et le yen. Le yen, de toute façon, il est mort. Le yuan, c'est pas ça. La livre sterling, et il reste plus que quoi? Il reste plus que l'euro et le dollar. Sauf que, comme je vous l'ai dit, si jamais aux États-Unis ils sont confrontés à des problèmes qui risqueraient de faire monter la mayonnaise au sein du peuple américain, eh bien ils vont prendre le taureau par les cornes et ils vont faire en sorte de revaloriser le dollar. Le revaloriser comment? Tout simplement, on le sait, la Russie, la Chine veulent se dédollariser. Certainement que les Chinois, même si le yuan est très surévalué, veulent faire du yuan une alternative au dollar. Sauf que le problème, c'est que dans le marché de la finance, sur les marchés d'une manière générale, les gens sérieux, les gens compétents le savent. Le yuan n'est pas stable. Le yuan n'est pas confiant. Il peut l'être, à condition que le dollar et l'euro s'effondrent. Donc vous comprendrez que les Américains, moi qui vis aux États-Unis, je peux vous garantir, ce sont des gens qui à un moment donné sont capables de prendre des décisions pragmatiques. Et une décision pragmatique, c'est quoi? C'est s'assurer que le dollar restera une monnaie forte. Et aujourd'hui, pour que le dollar redevienne une monnaie forte, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Mais oui. Pourquoi croyez-vous que la guerre en Ukraine existe? Pourquoi croyez-vous qu'on envoie des milliards et des milliards de dollars, d'euros à l'Ukraine? Pourquoi croyez-vous que les États-Unis s'arrangent de telle manière à ce que ce soit vous, les Européens, qui soyez en première ligne? Parce que les Américains n'iront jamais au front. Les Américains n'iront jamais se frotter aux Russes. En revanche, par l'intermédiaire de l'OTAN, ils pourraient très bien vous envoyer, vous. Sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, vous avez chez les mondialistes, chez les globalistes, des gens qui s'inquiètent parce qu'ils ont une certaine capacité aujourd'hui à se poser la question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu et risquer d'y laisser des plumes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez devant vos yeux un moment qu'on appelle un moment charnière. Charnière pourquoi? Tout simplement parce que est en train de se jouer une partie d'échecs. Et dans cette partie d'échecs, pour le moment, ce sont les Américains qui ont l'avantage. Ils ont l'avantage pourquoi? Parce qu'ils ont une mainmise sur l'Europe. Sauf que cette mainmise, qu'ils avaient toujours eue, eh bien, ça commence à se fissurer de partout. Même les Allemands. Même les Allemands, que les Américains ont été obligés de punir en faisant sauter le fameux Nord Stream. Oui, parce que, ne soyons pas idiots, ce sont bien les Américains qui ont fait sauter Nord Stream pour punir les Allemands, et pas les Russes. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, les Allemands, ils sont dans la merde. C'est pour ça que là, récemment, ils vous ont certainement inventé cette histoire de 25 terroristes d'extrême droite
qui était sur le point de faire un coup d'État. Sauf que le problème, c'est que si les Allemands jouent solo, ça veut dire que là, l'unité même européenne explose. Elle explose tellement que là, on vient d'apprendre hier qu'une vice-présidente du Parlement européen, vice-présidente, elle n'est pas toute seule, il y en a 14 je crois, a été interpellée pour interrogation pour une enquête de corruption et de collusion avec le Qatar. Alors c'est une vice-présidente, je ne me souviens plus de son nom, mais qui fait partie de l'SZD, je crois, qui est le parti d'alliance progressiste libéral grec. Alors évidemment, ça secoue un petit peu les institutions d'Europe, parce que là, le parquet financier de Bruxelles, personne n'a réussi à les arrêter. Van der Leyen qui aujourd'hui, même au sein des institutions, des gens réclament des réponses à des questions. Sauf que les commissions, les services de la commission, font de la rétention d'informations. On l'a vu avec cette affaire du contrat Pfizer, où la Cour des comptes de l'Union européenne, qui pourtant a accès à tous les documents, s'est vu une obstruction d'obtenir le contrat, le dernier contrat, le troisième contrat Pfizer. Oui, parce qu'on a acheté des milliards de doses. Mais pourquoi on a acheté des milliards de doses? Parce que faut continuer à faire vacciner les gens. Preuve en est, c'est que là, vous voyez, hein, là, ça y est, le Covid est reparti. Il va falloir reporter le masque dans le métro, dans les lieux publics. Et derrière, rebolote, on va rejustifier les suspendus de la fonction publique, de la santé publique, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Oui, parce que dans d'autres pays, comme dans la région de l'Ontario, je crois, au Canada, en Nouvelle-Zélande aussi, je crois, ils ont, et dans l'État de New York, ils ont réintégré les fonctionnaires qui avaient été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, la transmission ne dépend pas du fait que vous soyez vacciné ou pas. Que vous soyez vacciné ou pas, vous êtes transmissible. Sauf que là, vous avez remarqué que dans certains plateaux de télé, il y en a toujours qui soutiennent que non, que c'est faux, que le vaccin protège les autres. Ben non, il ne protège pas les autres, il vous protège vous d'une forme grave, mais c'est tout. Mais si vous chopez le Covid, même si vous êtes asymptomatique, même si vous ne le savez pas, vous avez peut-être eu le Covid, peut-être que vous êtes contaminant à le moment où je vous parle, mais parce que vous n'avez pas de symptômes. Peut-être que vous avez un petit mal de crâne, ou un petit peu le nez, qui est, comme des petits éternuements, etc. Mais le lendemain, ça allait mieux. Mais les 72 heures avant, en réalité, vous aviez le Covid et vous avez contaminé tous les gens que vous avez rencontrés. Même si vous êtes vacciné. Alors évidemment, les autres, il faut qu'ils soient vaccinés. Mais le problème, c'est que le vaccin, aujourd'hui, c'est la grosse guerre pour prouver que finalement le vaccin, oui, il fonctionne sur des gens, mais pas sur d'autres. Ça rejoint ce que je vous avais dit dans une vidéo. Le problème du vaccin, c'est qu'on essaie de vous convaincre qu'il marche. Mais oui, il marche, mais il marche pas aussi bien, pas aussi vertueusement que n'importe quel autre traitement. Tous les traitements fonctionnent et sont utilisés parce qu'ils ont été testés selon des protocoles sur plusieurs années pour définir que finalement, le taux de réussite de ce produit est de 70-80%. À partir du moment où vous diagnostiquez les personnes suivant les pathologies, suivant les maladies, suivant les traitements. Sauf que ce n'est pas ce que l'on a fait pour le vaccin. Dès qu'on a lancé le vaccin, allez, tout le monde se vaccine. Sans différenciation, sans diagnostic. Alors oui, il y a des gens qui ont des pathologies connues, qui ont eu le bénéfice du doute de se dire, moi, ne vous faites pas vacciner tout de suite. D'ailleurs, il y a certains médecins très responsables, félicitations à eux, qui ont incité leurs patients à ne pas se faire vacciner tout de suite, parce qu'ils ont des pathologies qui n'ont pas été dans les tests, et dont on ne sait pas si, avec leur pathologie, il n'y a pas des risques de conséquences, de dommages collatéraux, d'effets secondaires temporaires
permanent. Aujourd'hui, on commence à avoir du recul, on commence à avoir des analyses, des métadatas, comme on dit, sur le fait que, en effet, des gens qui ont des pathologies, des spécificités biologiques, physiologiques, etc., ne vous faites pas vacciner parce que on s'est rendu compte que majoritairement, vous risquez quelque chose. Ah mais non, faut pas le dire. Et sur les réseaux sociaux, pareil. Donc, à partir du moment où je vous dis que la République est morte, ben oui, elle est morte parce que vous avez à sa tête des arrivistes, des ambitieux, des incompétents. Vous avez, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur les migrants, Borne qui vous dit, oui, ben, on va sélectionner, c'est-à-dire on va faire du tri sélectif de migrants. Mais comment tu vas faire du tri sélectif ? La grande majorité des migrants qui débarquent en France, ils n'ont pas de papier. La grande majorité des migrants sont des gens qui viennent de pays où les administrations, ou même les listes d'état civil sont inaccessibles. Donc c'est pas marqué sur leur front qu'ils sont là pour se sortir de la merde dans laquelle ils sont dans leur pays, ou s'ils sont là pour foutre le bordel. Donc, mais c'est le ridicule. Et je parle même pas des 49.3, hein, là, 8e, hein, on en est. Je sais pas, moi, je sais pas pour vous, mais à partir du moment où vous avez un Premier ministre qui fait du 49.3 en série pour faire passer ses lois, ben dans ce cas-là, n'ouvrez pas le Parlement, fermez-le. Déjà, fermez-le parce que vous ferez des économies d'énergie. Et comme ça, les députés ne se plaindront pas qu'il fait froid. Bon, ils n'auront plus froid puisqu'ils se sont votés quand même une augmentation de budget. Ah oui, non, mais c'est vous qui payez, de toute façon. Donc, allons-y. Festival. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tant que les Français n'auront pas compris que finalement, vous vivez dans un pays qui ressemble de plus en plus à ce qu'était le royaume au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une noblesse qui logiquement, de par leur fonction, ont des responsabilités, mais les responsabilités se torchent le cul avec parce que de toute façon, tant que c'est le peuple qui paye, comme disait Marie-Antoinette, même si certains aujourd'hui vous disent qu'elle n'a jamais dit ça, que s'ils n'ont plus de pain, eh bien qu'ils n'ont qu'à manger de la brioche. Eh bien j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que face aux problèmes de certains Français, vous avez des ministres, vous avez des élus, vous avez des politiciens, vous avez des intellectuels, voire même des artistes, qui trouvent le moyen de vous sortir un argument complètement pété, mais qui en réalité vous chie dessus. Vous êtes des gueux pour eux. Et je vais terminer avec cette affaire que vous avez certainement entendu parler, l'affaire Balenciaga. Eh bien, je vous le donne en mille. Savez-vous qu'en France, vous avez une émission de télé qui en a parlé. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi Balenciaga, c'est la dénonciation aux États-Unis de certains clichés limite, avec des enfants, faits par un photographe dont c'est la spécialité dans le concept, mais intégrés dans les clichés des éléments qui dérangent. On n'est pas dans la pédophilie, mais on est dans des concepts, oui, d'instrumentalisation de l'enfant, dans des objets à tendance satanique, délurés, etc. Eh bien, je vous le donne en mille. Vous avez l'émission Quotidien qui a traité, en effet, de cette affaire, de ce scandale, qui est né aux États-Unis. Sauf qu'ils ont eu un traitement, l'air de dire... Oh, ces Américains, ils voient toujours du mal partout. C'est de l'art, c'est du concept, c'est de la communication. Il n'y a pas à mal. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que Quotidien, vous faites partie du milieu, vous faites partie de la sphère, de cette sphère dans laquelle aujourd'hui on est en droit de se poser des questions s'il n'y a pas des gens qui se couvrent mutuellement pour continuer à faire du touche-pipi. Touche-pipi avec des enfants. Parce que ça, toutes ces chaînes vertueuses,
tous ces débunkers, tous ces fact-checkers, il y a quand même un sujet sur lequel vous êtes complètement absent, c'est bien la pédocriminalité. Alors quand il s'agit d'accuser Pierre-Paul Jacques parce que il vous fout une baffe dans la gueule et de les traiter de complotistes, de fachos, d'extrême droite, là vous êtes très fort. Quand il s'agit d'attaquer des sujets graves, de fond, ben là vous êtes absent. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes pieds et poings liés à devoir ne vendre que de l'idéologie et de ne jamais aborder d'autres sujets. Des sujets qui pourraient très bien vous coûter très cher. Des sujets qui pourraient faire en sorte que des gens finissent par vous mettre au banc des accusés. C'est d'ailleurs ce qui se passe un petit peu dans les milieux des youtubeurs, des twitchers, etc. Ils sont tous en train de se balancer de la merde dans la gueule. Comment on appelle ça? Des dramas. Je ne sais pas si vous suivez ou si vous connaissez la chaîne Psychodélique. Ben, lui, il est spécialiste de nous parler, de nous discuter un petit peu de tous ces dramas qui se passent en ce moment dans les milieux des youtubeurs, des twitchers, etc. Ah ben vous avez des gens qui, des fois, des jeunes, qui ont des propos, mais vous sentez bien que c'est des jeunes qui se sont jamais pris des coups de pied au cul. Attention, c'est des jeunes qui valident parfois des idées génocidaires, de dénonciation, d'exécution. On est en plein déclin. On est en pleine dérive. J'ai envie de dire aujourd'hui, les Français qui sont peut-être les plus sages et ceux qui se peuvent considérer comme étant en sécurité, c'est ceux qui finalement, peut-être comme vous, qui vivent en retrait de tout cela, qui vivent dans des petites villes, qui vivent loin des grandes métropoles, des grandes villes, des grandes zones urbaines. Parce que dans ces milieux-là, dans ces zones-là, ça va commencer à être difficile. Parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui ont de l'influence, des politiciens, mais qui vivent dans le déni, leur déni est coupable de ne pas admettre des réalités sociales, des réalités quotidiennes, que des Français auxquelles les Français sont confrontés. Et qu'un jour, si des gens vont commencer à se tirer dessus mutuellement, à régler des comptes, et que finalement, le père de famille qui va vouloir protéger sa gamine de 10 ans d'un viol, et qui va tuer le violeur, lui sera en tôle, en prison, pour 4-5 ans. En revanche, le Français ou le migrant qui va avoir tué une petite vieille de 89 ans pour lui piquer son sac, eh bien on va faire des polémiques. On va essayer d'aller chercher des responsabilités chez des tiers pour essayer de sauver le pauvre gamin. Quand vous en arrivez à ce point d'inverser les valeurs, eh bien il y a un moment donné où il y a des Français qui vont dire « allez vous faire foutre ». Il y a des Français qui vont commencer à ne plus tendre la joue gauche. Il y a des Français qui vont commencer à peut-être dire à l'autorité « attention, jusqu'à présent, on a subi, on a pris les coups, on a accepté. Mais il va y avoir un moment où vous, gens de la police, la gendarmerie, CRS, garde mobile, vous allez avoir en face de vous non pas des gens qui en ont gros sur la patate, vous allez avoir en face de vous des gens qui n'auront plus rien à perdre et qui vont commencer à taper, qui vont commencer à tirer dans le tas. Et là, ce jour-là, peut-être que vous allez à un moment donné vous dire « moi, je suis payé pour faire du maintien de l'ordre. Je ne suis pas payé pour faire une guerre civile. » Sur ce, d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et advienne que pourra.